Bonjour à tout le monde, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis de SSN, je fais partie de l'Alliance et nous allons commencer, je crois, dans une minute et quelques participants continueront à se joindre avec nous. Je voulais juste vous accueillir et quelques-uns d'entre vous sont dans le chat et par rapport aux participants. Il y a l'Alliance de VCA et si vous êtes nouveau dans le VCA, donc, nous sommes un réseau, une alliance de plus de 200 acteurs, des acteurs de la société civile basés dans plus de 7 pays. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Vous verrez là où nous sommes et la plupart de nos partenaires se focalisent sur les actions climatiques localement menées et nous avons aussi l'objectif à soutenir le voie du Global Sud pour que ça soit maintenant écouté partout dans le monde. C'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui, c'est de renforcer nos capacités collectives afin à s'engager au niveau mondial. Nous avons une petite équipe mondiale. Chaque année, nous essayons de nous rencontrer et renforcer nos capacités collectives parce que nous sommes dans un espace vraiment contexte dans lequel c'est difficile à naviguer, un peu complexe. Donc, beaucoup d'entre nous, c'est un nouveau espace et beaucoup ne se sont pas encore rencontrés depuis plusieurs années. Un espace difficile à naviguer. Alors, cette année, nous avions voulu avoir une série de sessions de formation pour que on en sache un peu plus par rapport aux opportunités qui sont là et les défis qui sont à relever parce que nous parlons ici de sociétés basées dans le Global Sud. Nous espérons que c'est une chance pour vous d'apprendre, de partager des expériences et renforcer vos propres plans de plaidoyer et objectifs à atteindre, n'est-ce pas? Ouais, c'était ça en termes d'introduction. Donc, en tout cas, je crois que ça va être une très bonne expérience de formation. Nous, dans le VCA, nous sommes un grand réseau. Alors, ça, ce sont les images de nos échanges précédents. Donc, dans la COP aussi. Et c'est une chance pour nous de nous rencontrer, encore une opportunité. Je passe la session à mon collègue. Non, avant que je ne fasse ça, il y a quelques règles de la logistique. Renommez-vous le nom de l'organisation. Et si vous voulez prendre la parole pendant la session de questions-réponses, en tout cas, juste levez la main. Nous allons vous autoriser à parler. Sinon, dans l'entretemps, s'il y a un commentaire, une observation, une suggestion, une question, vous pouvez les placer dans la boîte à conversation, donc dans le chat diapositive suivant. Il y a l'interprétation aujourd'hui et nous sommes très heureux du fait que nos interprètes rendent cette conversation, cet événement, cette rencontre, cette réunion possible. Donc, il y a l'interprétation en espagnol et en français. Et quand vous prenez la parole, parlez clairement et doucement pour permettre aux interprètes de tout interpréter. Si vous êtes anglophone, euh, et que vous joignez à nous maintenant là, rassurez-vous de rester dans le canal anglais. Donc, s'il y a un souci technique, le message peut être envoyé à l'hôte. Donc, merci beaucoup. Je vous passe la parole, Marina, merci. Merci à tout le monde d'avoir été ici et bienvenue. Merci d'être venu dans cette formation. Je suis Madine Naves. Je suis basé au Brésil et je suis l'une des fondatrices de plaidoyer de l'interface. La mission de l'organisation, c'est une visibilité pour autonomiser les initiatives de plaidoyer. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Donc, voir vos visages, c'est un honneur de voir vraiment un bon nombre d'activistes qui sont là pour défendre les intérêts de l'humanité. Et je crois que d'ici la COP 30,
Nous avons fait un grand travail. Je crois que la structure de notre formation, c'est Marina, mon partenaire dans cette formation. Je leur laisse le temps de se présenter aussi. Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Mon nom c'est Madina. Je suis basé au Brésil, à Sao Paulo, et je vais gérer le premier et le deuxième atelier avec vous. Je suis très excité et je suis un scientifique social et anthropologue. Je travaille dans l'environnement de plaidoyer de foi. Alors, je suis contente à partager mes informations, mes points de vue, mes contributions. Et je serai contente également de vous écouter, d'apprendre de vous d'ici la fin de cette session. Magina et Charlotte, je suis très heureuse de vous voir tous. Merci Marinas, mon nom c'est Stavo, je suis aussi basé au Brésil à Sao Paulo. Je suis partenaire du plaidoyer, l'interface de plaidoyer. Mon nom c'est, je travaille dans le département de relations et c'est un plaisir d'être ici. Et je vais ici travailler. Je suis à la technique. Je vais soutenir cette réunion sur le plan technique. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite tous une session fructueuse. Merci. J'aimerais présenter une diapositive parce qu'il y a... Ouais. Est-ce qu'on peut aller à la diapositive suivante? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, nous voyons votre écran. Alors, on a conçu cette formation sur base des réponses que vous aviez fournies dans le formulaire d'inscription. En tout cas, nous pensons que vous pouvez vous joindre à nous en direct pour poser des questions, mais si ce n'est pas possible, vous pourriez suivre l'enregistrement de cette réunion plus tard. Alors, nous aurons 4 sessions aujourd'hui. Donc, une autre session le mercredi, une autre session mercredi le 16 octobre, le 22 octobre et le 29 octobre, donc mardi. Donc, ici, nous sommes par rapport à la diplomatie climatique. Nous parlerons des structures paysages, l'accord de Paris et ce qui est négocié à la COP 29. Le mercredi, nous allons discuter sur la manière à parcourir le point de la COP, comment l'événement marche, la logistique et comment la société civile peut s'engager à la COP 29 et aussi nous allons discuter d'une étude des cas des interventions réussies ou positives de nos sociétés civiles. Au troisième atelier, nous avons travaillé dans des grands projets, des initiatives de lobby, de plaidoyer, moi et Gori. Et on a appris sur, on va apprendre sur des précédentes sessions. Au troisième atelier, nous parlerons de lobby, stratégie et différentes modalités et comment négocier quand vous faites quand vous faites le plaidoyer et le lobbying. Et le quatrième atelier nous présentant le kit d'outils pour soutenir les objectifs de plaidoyer. Nous allons vous présenter un modèle de plaidoyer bref, mais vraiment puissant. Il y aura des équipements d'apprentissage pour la COP 30. Nous vous présenterons le modèle et vous comprendrez pourquoi nous vous expliquons cet outil de plaidoyer. Et nous avons, avec les 10 organisations, nous avons été capables de recevoir une session de mentorat pour renforcer ce plan de plaidoyer et s'assurer d'un plan puissant en place à la COP 29 et COP 30. Alors, nous n'allons pas discuter du bonus maintenant. Là, nous allons discuter au troisième atelier. Alors, nous espérons nous espérons avoir plus de participants possible. Ça sera à 15 heures, c'est la discussion sur la formation. Signalez-moi déjà s'il y a des questions là-dessus. Sinon, vous avez des commentaires ou questions par rapport à la structure de la formation? Sinon, je passe la parole à Marina Stevis.
Alors, merci à vous tous d'être ici et nous commençons notre premier atelier. Parfait. Alors, bonjour à tout le monde. C'est très heureux d'être ici. Je sais que c'est depuis longtemps qu'avec quelques membres, on s'est vu comme ça. Vraiment, sentez-vous libre de poser des questions ou de faire des commentaires ou faire des suggestions. Je sais que vous comprenez ce que c'est la COP et tout ce qui va avec. Par exemple, si vous allez à la plénière, vous comprendrez de quoi est-ce qu'il parle, la structure de l'UNFPCC, et comment l'organe de décision à la COP fonctionne. Alors, vous verrez de quoi il parle pour que vous puissiez facilement naviguer ce que nous discutons. Et vous pouvez ainsi mieux planifier votre plaidoyer, n'est-ce pas, sur base de ce qui est mis sur la table. Alors, ici, c'est juste un réchauffement donc, de notre atelier. Avec le code QR, vous pouvez voir aussi, choisir lesquels des sujets vous intéressent. Et après ça, nous parlerons de UNFCCC et vous serez plus informés sur la manière à participer. Et dans l'atelier d'aujourd'hui, nous verrons aussi l'accord de Paris. Dans le prochain atelier, nous parlerons de choses beaucoup plus critiques. Comment parler de la carte ou la feuille de route de la COP. Nous parlerons de la communication. Comment parler, comment faire le plaidoyer, quelles peuvent être les stratégies de plaidoyer et qu'est-ce que l'on attend de nous à la COP 29 et à la COP 30. Vous serez au Brésil, vous serez excité de cette opportunité. Ici, je partage avec vous le code QR. Donc, il y a aussi les liens que je vais partager ici dans les chats. Juste un moment. Très bien. Là, vous pouvez trouver les liens dans le chat. Votre micro, on a perdu votre audio, on ne vous capte plus bien. Désolé, le son n'est pas clair du tout, hein, le son de l'actuel intervenant. Alors ici, nous allons voir l'accord de Paris. Cela nous montrera combien de temps, nous donnera combien de temps on va passer, tout ça. Et nous avons à peu près, c'est un peu 50-50. Alors, si vous allez à la prochaine page, vous verrez les questions et les réponses. Et ça vous permettra aussi de voir l'intérêt de l'atelier suivant. Alors, désolé, la qualité du son de l'actuel intervenant n'est pas claire du tout. Je viens d'écrire ça dans le chat. Alors, allons-y. Il y a un écho, une sorte d'écho avec le son. Comme je disais, mon nom c'est Marina, je suis scientifique social, anthropologue et j'ai étudié
la politique environnementale à l'Université de Sao Paulo. Alors, c'est un bon endroit de discuter de la science, de la participation et j'aimerais aussi apprendre de vous. Donc, sentez-vous libre à partager avec moi tout ce que vous avez à partager. Et ça, c'est un moyen pour nous de vous connaître aussi. D'où est-ce que vous vous joignez à nous? Et quelle est votre tranche d'âge? Quel est votre objectif principal avec le plaidoyer? Et donc, ça nous permettra de vous connaître, de vous mieux connaître, quoi. Alors, ça serait bien l'accueil. On peut déjà commencer. Ici, c'était, je crois, à Dubaï. Il y a de nouveaux visages qui s'étaient joints à nous. Et on a fait quelques minutes de discuter avec les diplomates et comment la société civile s'était mieux conduite dans les négociations. Alors, on pouvait poser des questions, mieux comprendre les stratégies. Et c'était un grand moment ici de partage. C'était très important dans le sens de communication. Alors, allons maintenant à la structure de UNFCCC. Alors, qu'est-ce que c'est la COP? Je crois que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Alors, on peut définir la COP comme une conférence des parties et c'est une réunion annuelle de la Convention. Et la COP est aussi euh, une organe de prise de décision suprême, hein, donc de la Convention. Et la Convention est connue comme le cadre des Nations Unies sur, disons, de la Convention sur le changement climatique, le cadre de la Convention sur les, disons, le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, à l'aise dire, avec un contexte, donc, j'allais dire, c'est l'objectif de la Convention a plus de 498 membres qui sont des pays et qui sont signataires de la Convention. Quand nous disons maintenant, nous parlons de la Convention, nous nous référons à l'UNFCCC ou encore les cadres de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Alors, nous allons maintenant plonger dans l'UNFCCC. Et quelle est la convention? Qu'est-ce que ça fait? Je vous ai dit que l'UNFCCC a l'objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et à un niveau qui préviendra, empêchera des interférences anthropogéniques dangereuses avec le système climatique, n'est-ce pas? Alors, euh, quel est l'accent principal? Et nous parlons aussi de les approches de méthodologie. Et le deuxième point, c'est l'obligation générale. Alors, nous avons les signataires de la Convention qui sont mieux dans le rapportage des changements climatiques gouvernant chaque pays. Alors, le troisième point, c'est l'arrangement institutionnel, donc qui est auto-explicatif. Ça, c'est d'une photo de groupe de la réunion des leaders du monde dans un sommet au Brésil en 1992. Il y avait un autre sommet à Ohio. C'était la première fois et la première réunion
de ce qui est devenu plus tard le UNFCCC. C'est un moment au travers lequel les leaders décident sur ce qui sera nécessaire dans le domaine du changement climatique. Continuons. Sentez-vous libre d'interjeter si vous avez une question pour que je puisse vous donner l'idée ou encore clarifier les choses s'il y a besoin. Une fois que vous savez de quoi nous parlons, qui sont-ils, vous avez toutes les informations, ça vous permettra à mieux planifier votre plaidoyer. Alors, nous avons parlé de l'origine de l'UNFCCC, quelle est la convention. Maintenant, nous allons beaucoup plus approfondir, vous verrez dans chaque diapositive. Ici, donc, ne vous sentez pas mauvais. Alors, on peut adresser cette situation d'une manière ou d'une autre. Alors, maintenant, nous allons parler des organes de gouvernance et de filiales. Ici, nous avons le UNFCCC, la COP, donc nous voyons la convention. Si votre pays est signataire, si vous serez alors dans le UNFCCC. Nous avons aussi un autre organe de gouvernance. Ici, c'est le CMP. Donc, c'est la conférence des partis servant à la réunion des partis. C'est le CMP qui se réunit aussi annuellement à la COP. Donc, le CMP aussi se rencontre au mois de juin. Ça se fait comme tel et ils ont deux biannuels, n'est-ce pas? Alors, la COP a deux réunions de CMP par année. Alors, le CMA, je peux dire, c'est un peu obsolète. Hein? Donc, il y a des institutions fondamentales dans les structures de protocole. Nous avons aussi le CMA, la conférence des parties servant comme les réunions de l'accord de Paris, et ça permet au CMP de suivre et évaluer les appels faits par les partis. Alors, avec les organes, ici, nous parlons de trois groupes principaux, la COP, le CMP. Et si vous allez à la COP 29 maintenant, vous verrez qu'il y a des réunions parallèles de CMP et il y a différentes thématiques aussi, alors que vous connaissez déjà maintenant là. Mais nous avons ici le bureau. C'est le bureau qui soutient le travail des organes de travail. Il travaille sur le protocole, voire même l'accord de Paris, n'est-ce pas? Et il s'occupe de l'agenda. Donc, c'est le bureau de CMP et CMA. Et c'est une structure très importante. Ce sont là les organes de gouvernance. Alors, les filiales donnent conseil à l'organe de gouvernance. Donc, nous avons l'organe d'hier que l'on appelle le SBSTA. Ça assiste à l'organe de gouvernance en termes de disposition et c'est en rapport avec la convention et l'accord de Paris. Donc, le SPSTA se réunit deux fois l'année. Il y a les organes subsidiaires qui se rencontrent aussi avec le bureau de UNFCCC. Nous avons aussi les organes subsidiaires de mise en œuvre.
Ça aide avec l'examen de la mise en œuvre du protocole de la Convention. Il y a des organes subsidiaires avec le secrétariat de l'UNFCCC qui nous aide avec l'expertise technique et ça facilite le flux des informations autoritatives, validation, etc., les secrétariats et tout ce qui est aux organes subsidiaires. Il y a maintenant la convention, les organes de gouvernance et aussi les organes subsidiaires. Et ça, c'est la structure de la COP. Et maintenant, nous allons voir, nous parlerons de ça. Alors, soyons conscients des structures de la COP. Alors, que dire maintenant des organes constitutifs ici? Juste une seconde. Alors, les organes constitutifs sont des organes de prise de décision principaux. Ils se rencontrent aussi chaque année. Il y a des arrangements institutionnels et avec des organes constitutifs qui soutiennent. Ils existent avec le CNACMP et ils discutent de certains sujets. Ici, c'est l'exemple des organes constitutifs. Donc, il y a des discussions à point. Il y a ce qui se rencontre aussi annuellement sur la COP. Les membres, là, sont définis et peut-être ça pourra avoir la participation de la société civile, des gouvernements, des villes, des États, par exemple. Donc, un espace de participation beaucoup plus élargi. Désolé de la qualité du ton de l'intervenant actuel qui n'est pas clair du tout. Vraiment, nos excuses pour ça, ça ne nous aide pas à être aussi cohérents. Et quand nous parlons de l'accord de Paris, c'est important. Nous vous dirons pourquoi c'est important de savoir pourquoi on discutera de l'accord de Paris dans des organes constitutifs, disons des organes constitués. Et nous verrons pourquoi cela est aussi important aux négociations. Et c'est important d'avoir des organes constitués. Par exemple, ici, nous avons une forme de participation qui a la tendance d'être beaucoup plus détaillée sur chaque sujet. Alors, c'est un exemple que quand je partage avec vous le lien, donc si vous en êtes intéressé, vous verrez comment participer, comment être présent à la COP comme organe constitué. Sentez-vous libre de consulter le site web de UNFCCC. Alors, nous avons des organes constitutifs et des organes constitués. Alors, maintenant, nous entrons dans la zone de la participation des observateurs. Je crois que ça serait intéressant pour tout le monde dans le groupe parce que les organisations observateurs qui sont en majorité fait des membres de la société civile, les mouvements sociaux et d'autres participations qui ne sont pas liées au gouvernement ou au système UNF 3C. Alors, nous avons trois organisations d'observateurs. Le premier mode de participation, ceci vous êtes dans le système des Nations Unies ou une institution spécialisée. Alors, dans le système des Nations Unies, nous avons des groupes, par exemple l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et les autres, par exemple la Cour de justice, les conseils économiques, sociaux. Et ce sont ces gens qui travaillent
dans ce système des Nations Unies et aussi ils sont invités et sollicitent l'accréditation. Alors pour être observateur, vous devez faire euh, avoir étape par étape. On vous donne une carte et vous devez appliquer à tous les événements ou faire la demande. Nous allons y arriver. Je vais partager mes expériences parce que j'avais l'habitude de travailler dans une ONG qui avait les cartes ou les certifications des UNF 3C et nous avons aussi des crédentiels que nous partageons bien sûr avec nos partenaires. Alors, si vous voulez être accrédité, vous devez suivre étape par étape le système d'accréditation de l'UNF 3C. Et nous avons le système comme l'UNICEF, la PNUD, par exemple. Ici, nous avons des organisations d'observateurs. Nous avons aussi des agences spécialisées comme l'OMS, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, l'UNESCO, ainsi de suite. Alors, le deuxième catégorie des sous-organisations, ce sont des organisations intergouvernementales, les OIG. Je crois que nous sommes dans cette catégorie où, dans cette organisation, ce sont des entités créées par des traités ou des accords entre les États souverains pour travailler ensemble sur des questions communes et servir de plateforme de coopération internationale sur des sujets tels que la paix, la sécurité, la commerce, les droits de l'homme, l'environnement et le développement. Les exemples des OIG mondiales, nous avons l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, nous avons aussi le FMI et aussi les OIG régionales, l'Union européenne ou les associations des nations de l'Asie du Sud au Sud-Est. Et nous avons aussi des OIG à thématiques spécifiques, comme vous pouvez le voir. Ah, je crois que ce qui est beaucoup plus important, c'est la troisième catégorie des observateurs. Ce sont les organisations non gouvernementales, ainsi que les constituants. Et ici, je vais parler, vous partager, par exemple, nous avons ces genres de circonscriptions. Alors, quelles sont les circonscriptions? Ce sont c'est une forme de regrouper les ONG dans le processus de l'UNF 3C. Alors, ils sont organisés dans ces groupes qui ont certains intérêts. Alors, c'est une manière de regrouper différents genres d'organisations qui veulent faire partie de l'UNF 3C, où leurs discussions, des dialogues, des conventions, des réunions et ainsi de suite. Alors, nous avons ici des types des circonscriptions que vous adhérez. Avant d'adhérer, vous devez indiquer, bien sûr, quelle circoncision votre organisation est alignée, plus ou moins. Par exemple, l'organisation avec laquelle j'ai travaillé, c'était des ONG, des entreprises, c'était un bingo, donc une ONG du monde des affaires et d'industrie. C'était une organisation qui discutait, dialoguait avec les affaires, les entreprises. Pour des ambitions, bien sûr, des résolutions de changement climatique. Alors, j'ai été situé sur ONG du monde des affaires et de l'industrie, mais nous avons aussi les ONG, les ONG environnementales. Ce sont les participations à COP. Et ici, juste un exemple pour vous, nous avons ici, ça c'est la valeur totale de la participation des ONGO environnementales, des organisations non gouvernementales de l'environnement. Et nous avons aussi deux autres petites parties de la participation des ONG où nous avons le réseau d'action climatique et aussi l'UNGO DCG qui est la campagne pour exiger la justice climatique. Alors, dans les je voyais comment les circonscriptions reflètent les années de communication et les stratégies de plaidoyer. Alors, une fois qu'une catégorie est placée et la circonscription démontre les résultats des plaidoyers, par exemple, nous avons ici
la campagne pour exiger la justice climatique. Et aussi, nous avons plusieurs catégories dont, par exemple, nous avons les UNGO qui représentent juste une petite partie, bien sûr, des répartitions des circonscriptions. Par exemple, le UNGO, où l'agence n'est pas accréditée dans le système UNFCCC, et vous travaillez, par exemple, avec la campagne d'exiger la justice climatique, à ce moment-là, je crois que vous, ça serait plus facile, le parcours, d'avoir votre accréditation pour le statut d'observateur. Et c'est si et stimulé et on leur demande d'être beaucoup plus participants à la COP. Nous avons aussi d'autres genres de participation comme les agriculteurs et les organisations des entrepreneurs ou les organisations des autochtones. Alors, IPO, c'est une catégorie historique des constituants et quand on cherche des catégories ici maintenant, en COP 29, je n'ai pas retrouvé dans les lignes directrices de la participation dans COP 29 les références sur les IPO. Peut-être que je me trompe, mais j'espère bien que je me trompe. Je ne sais pas s'ils ont mis cette catégorie sous d'autres catégories. Je ne sais pas exactement. Peut-être si vous avez des informations, je pourrais être très contente d'entendre de vous. Parce que l'IPO n'existe plus. Peut-être que c'est une petite erreur d'écrit. Et nous avons d'autres modes de participation comme les collectivités locales et les autorités municipales, recherche et les ONG indépendantes, les ONG des syndicats, circonscription des femmes et du genre, ainsi que les ONG d'enfants et des jeunes. Vous pouvez voir, par exemple, le Yango, le groupe des enfants et des jeunes, où ce sont les observateurs des UNFP 3C, et nous pouvons bien sûr avoir ces informations pour bien dire, bien sûr, le plaidoyer réussi, la communication, ainsi que des campagnes de participation pour la société civile. Et là, c'était les ISE. Alors, nous avons parlé de tous de facteurs dans UNF 3C. Alors, si vous avez des questions jusque-là, si vous aimeriez peut-être poser des questions dans une catégorie, vous avez des doutes, sentez-vous libre de me poser la question. Je suis aussi en train de voir dans le chat si nous avons déjà quelques questions. Si cela n'est pas le cas, alors je vais avancer. Euh, alors, comment est-ce que nous enregistrons dans l'UNFP? Je crois que j'ai le lien ici. Si vous allez être précis, les fêtes, vous allez trouver le lien où ça explique comment est-ce que vous pouvez avoir le statut d'observateur et aussi euh, ça, l'étape par étape, comment est-ce que vous pouvez avoir l'accréditation d'observateur. Alors, je suis ici en train de parler du coût climatique, les mêmes choses que je suis en train de parler des climats et aussi dirigé au CBG, des dialogues biodiversité. Je crois que le CBD est de même conscription, même processus d'accréditation, même processus d'avoir l'accréditation. Laissez-moi pouvoir ici, dans les questions, la COP 16 en Colombie présente les mêmes structures. Alors, vous pouvez suivre les mêmes processus. Les ONG sont enregistrées, oui. Vous pouvez, je ne sais pas, je crois qu'il y a un rôle. Par exemple, les ONG qui ont moins de 3 ans d'existence ne peuvent pas appliquer au statut d'observateur. Vous devrez avoir plus que 3 ans de travail et avoir des références et aussi l'histoire. Je crois que la ligne de base, c'est 3 ans. Mais j'ai vu cela l'année dernière. Je ne sais pas si ça a changé
mais je ne crois pas parce que le processus est le même, hein. Alors, vous pouvez, bien sûr, vous enregistrer l'un des observateurs si vous avez moins de 3 ans d'action. Alors, mm, nous avons d'autres questions maintenant sur le chat. Marina, est-ce que la représentation de chaque observateur est connue? Laissez-moi bien sûr commencer les questions à partir du début. Est-ce que la représentativité de chaque observateur est connue? Oui. Quand vous parcourez le site web des UNF3C, vous avez la liste de chaque organisation d'observateurs et aussi les informations et les points focaux. J'étais un point focal de l'organisation et aussi mon email a été publié. C'est une bonne chose d'une part, pas d'une autre part, parce que le mail a été piraté et nous recevions beaucoup de mails non voulus. Alors, c'est juste essayer aussi de protéger les observateurs. Euh, ce n'est pas facile parce qu'elle demande beaucoup des documents et la preuve, bien sûr, que vous serez actif et en train de travailler. Je crois que pour savoir exactement quelles sont les ONG accréditées, oui, c'est un processus à suivre. Je peux enregistrer comme individu en pertinent des autorités. Oui, ça c'est une chose. Par exemple, vous ne pouvez pas faire la demande individuelle, mais vous pouvez faire partie des ONG qui ont le statut d'observateur et demander une accréditation. Par exemple, de travailler dans une ONG, il y a beaucoup de des chercheurs, des personnes qui sont intéressées à aller à la COP, ils vont me demander, bien sûr, des accréditations et chaque ONG, ils ont leur propre euh, règles pour distribuer les références. Et mon organisation, par exemple, peut donner des références aux personnes qui ont fait partie des processus. Euh, alors, ces références pour votre... alors, vous ne pouvez pas acheter ces références. Les ONG qui vendent les références, ça n'est pas une bonne chose à faire. Si on apprend que vous vendez, vous pouvez perdre votre statut d'observateur. Alors vous devez faire attention de ne pas acheter les références des autres ONG. C'est gratuit, l'échange. Alors l'intention, c'est d'avoir beaucoup plus de participants, pas nécessairement produire les participants qui peuvent payer pour cela. Alors, ce n'est pas une bonne conformité pour l'UNF 3C. Alors, en général, si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, posez les questions dans le chat. Mes collègues, bien sûr, vont m'aider à visualiser cela et, bien sûr, éventuellement, vous répondre. Alors, ici, nous allons faire une brève historique de la Convention. Nous serons très brefs pour essayer, bien sûr, de rester dans les temps. Alors, ça, c'est une de mes photos à Glasgow, à COP. Si, je crois, j'étais encore plus jeune que maintenant et j'étais très engagé dans le mouvement des enfants et des jeunes. Le message pour la COP de Glasgow, c'était que nous pouvons le faire si nous agissons maintenant. C'était au fait comme un shift majeur dans cette communauté. Parce que après, avant la pandémie de la COVID, le message était l'appel à l'action. Alors nous avons changé cela à agir maintenant. C'était une différence substantielle dans la communication, une ton qui a été changé, qui a été mis par les mouvements sociaux et civils et par les mouvements des jeunes et des enfants. Il n'avait pas assez de temps pour réfléchir sur les stratégies, comment adresser nos stratégies. Nous devons agir maintenant si vous voulez maintenir les objectifs des accords globaux et de Paris.
Alors, il a fallu, bien sûr, que nous puissions agir. C'était un shift dans la communication qui, j'ai tendance à aligner ceci avec le plaidoyer et d'autres mouvements sociaux qui, bien sûr, soulignent ce temps de l'UNFCCC. Et le gouvernement, bien sûr, c'était un shift majeur dans les discussions de la COP. Alors, nous allons parler peut-être de quatre moments. Pas le premier, c'était avant COP qui n'existait. Alors, nous allons parler de Stockholm en 1992, l'éco 92, le sommet de la Terre qui était passé à Rio. Vous allez voir qu'il y a eu deux événements. Et ces deux événements ont fait partie d'un plus grand mouvement, l'appel à l'action. Et cette fois-ci, c'était vraiment un appel à l'action et aussi reconnaître l'impact du changement climatique dans la vie journalière de la planète. Nous allons parler de la première COP qui s'est passée à Berlin, COP 3 à Kyoto, et maintenant nous allons sauter des 3 à 21 à Paris. Alors, comme vous pouvez vous imaginer, nous aurons beaucoup de discussions entre-temps d'ici jusqu'à Paris, mais malheureusement, je ne serai pas, bien sûr, vous adresser ici, si pas possible. Vous pouvez toujours trouver les informations sur le site web de UNF 3C de tous les COP et tous les documents. Vous pouvez les trouver sur le site web. Vous pouvez prendre quelques temps et essayer, bien sûr, d'aller dans les décisions de chaque COP. Et malheureusement, je vais me focaliser sur celle-ci. Alors, allons-y pour le premier, la conférence de Stockholm. C'était la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qu'on appelait CNUED. Alors, nous avons une deuxième conférence, c'était un événement majeur sur la diplomatie environnementale. C'était la COP qui a mis ensemble 172 pays et c'était une très forte participation. Nous avions 172 pays qui participent chaque année de la COP et ils envoient les chefs d'État. Nous avons été impressionnés dans le temps, c'était très impressionnant, un mouvement très impressionnant, un moment important dans l'évolution, bien sûr, de la gouvernance mondiale de l'environnement. Alors, c'était très important. Nous avions aussi la même année le sommet de la Terre, ECO 92 à Rio de Janeiro. C'était aussi connu comme le sommet de la Terre. Et comme vous pouvez voir sur les statistiques, les mêmes procédures, les mêmes discussions, ils ont eu les mêmes conclusions. Alors, à Stockholm et à Rio, les gens se sont réunis et ils ont se sont rendus compte que ça serait mieux de fonder la gouvernance des questions de la crise. Alors, dans ces deux conférences, nous pouvons les mettre ensemble. Et nous avions eu la convention ou le changement climatique, ou le cadre de la convention du changement climatique. Et aussi, nous avons aussi la fondation de la Convention de la diversité biologique. Donc, le CBD, c'était pour adresser la biodiversité au niveau mondial et créer des cadres juridiques pour la conservation de la diversité biologique. Et aussi le partage juste, équitable des bénéfices dans l'usage des ressources génétiques. Comme nous le savons, maintenant, le Midi a développé beaucoup, mais dans un temps, c'était le souci majeur de fonder la CBD, l'UNF 3C pour adresser l'atténuation. Alors, c'était les divisions majeures où on devait procéder à adresser l'atténuation sur l'émission de gaz. Et aussi, le CBD serait en train d'adresser l'impact sur la biodiversité et au fil des années, l'UNF 3C a ajouté aussi cet engagement
dans sa structure et l'adaptation, l'atténuation et aussi les impacts majeurs. Par exemple, la CBD aussi travaille maintenant sur les cléments. Alors, ils ont incorporé beaucoup dans le processus ou les procédures des UNFCA. Nous avions aussi la déclaration le Rio, qui a été important dans le temps. C'était un ensemble de 7 principes pour promouvoir le développement durable et aussi souligner l'importance de la croissance en protégeant bien sûr l'environnement et établir les protections environnementales et aussi le développement économique. Cela devait marcher main dans la main. Alors, quelques décisions clés de Rio, c'était le droit de développer et avec l'environnement. C'était la première fois que le développement de l'environnement devait être aligné avec les climats et aussi les principes de Rio. Alors, vous avez ce cadre au Brésil. Nous parlons de la discussion sur le prélèvement des taxes. Donc, si les entreprises euh, suivent cette loi, ils vont payer moins des taxes et aussi pour les gens qui polluent, de payer beaucoup plus. Ceci a été mentionné à Rio 92. Alors, ça c'est un peu, tout petit peu le résumé. Nous avons aussi d'autres gouvernements, gazettes qui ont été publiées, l'agenda 2021 et aussi le principe, les lignes directrices, les tendances, bien sûr, la motivation des forêts et nous les avons inclus ou impliqués dans ces discussions, dans nos COP du jour. Alors, c'était les premiers moments qui nous amène à la première COP qui était en Berlin. Première COP, c'était en 1995 en Allemagne et c'était le premier réunion, bien sûr, des États membres de l'UNF3C, comme la convention a été signée en 92, donc 3 ans après, pendant le sommet de Rio. Le premier COP, c'était une étape critique pour jeter les jalons pour les accords mutuels. Alors, le premier document qui a été publié à COP, c'était pour reconnaître que les engagements des pays développés dans le cadre de la UNFS3C ont l'insuffisance pour lutter contre le changement climatique. Alors, c'était un moment de réalisation où les engagements étaient insuffisants. Alors, nous avons pour le moment besoin de beaucoup plus de participation engagée ou détaillée pour accentuer ces questions et le Berlin attends, le protocole d'accord de Kyoto, c'était les discussions majeures dans le protocole de Kyoto. Alors, si nous avons des cibles insuffisantes, des mesures, et de savoir exactement qu'est-ce que nous pouvons produire en termes de gouvernance qui pourrait aider ces moments. Alors, c'est l'insuffisance d'adresser les changements climatiques et dans le protocole Kyoto, et il y avait le premier moment des négociations où l'expression qui est ressortie, c'était l'expression qui disait des principes des responsabilités communes mais différenciées jusqu'à ce jour, parce que le point majeur, par exemple, l'accord de Paris, nous allons en parler, c'était une manière importante, bien sûr, d'apporter une signification et c'était une partie très importante des négociations. Et aussi, c'est là a commencé le processus de juridiquement contraigner les négociations. Donc, les négociations étaient juridiquement contraignantes une fois que les pays euh, ont approuvé sa gouvernance. Par exemple, au Brésil, nous avons approuvé l'accord de Paris, le protocole de Kyoto sur le champion juridique. Et ça dépend bien sûr de chaque pays que nous ayons ce terme juridiquement contraignant qui pourrait être adressé à l'interne. Alors, la première COP
Alors, nous allons maintenant à la conférence de Kyoto où la discussion s'est focalisée sur adresser des questions, bien sûr, sur lesquelles nous avons parlé avant la mise en œuvre. Alors, le protocole de Kyoto, nous avons des secteurs qui étaient intéressants dans le temps, mais c'est devenu obsolète avec le temps au fil des années. Notre premier moment des limitations quantifiées et émissions qui s'adressaient aux pays industrialisés. Alors nous, les principes étaient communs, mais différents. Comme vous pouvez le voir, c'était des responsabilités différenciées. Ici, vous pouvez voir dans l'acquisition entre l'industrialisé vis-à-vis des pays en développement. Et c'était la quantification de l'émission où les pays développés n'avaient pas. C'était intéressant d'entendre où nous assumons bien sûr des responsabilités communes et différenciées. Et les pays comme les États-Unis, la Chine et le Canada n'étaient pas très contents avec cela. Parce qu'ils font des cibles que pour eux, pas pour les autres économies émergentes. Alors, c'était le point majeur dans les discussions et ce qui a fait que les États-Unis n'ont pas signé l'accord. Alors, c'était où ils ont essayé d'échanger pour voir si on peut avoir ces grands pays industrialisés de faire partie de ce processus. Alors, c'était la discussion au protocole de Kyoto, la différence entre les pays industrialisés et les économies émergentes. Alors, les cibles contraignantes, les premiers 37 pays industrialisés. Premièrement, nous avons aussi les mesures de la mise en œuvre qui ont été discutées, où nous avons les mécanismes fondés sur le marché, échanger des quotas d'émissions. Quand nous parlons bien sûr de l'accord de Paris, vous allez voir dans mon diapositive d'avant l'amendement de l'accord de Kyoto où on parle bien sûr de marché comme un moyen de mise en œuvre pour réduire les émissions. Et nous avons aussi d'autres mécanismes comme le mécanisme de développement propre qui est aussi le mécanisme de mise en œuvre qui est important. Beaucoup de pays ont tendance à dire que pas seulement l'émission les mécanismes d'émission d'être importants, mais je crois que il doit aussi avoir la première place dans les négociations parce que les mécanismes des marchés ne doivent juste être moyen d'addition additionnel pour adresser les missions, pas nécessairement le point focal. Alors, le protocole de Kyoto aussi n'a pas partagé des nouveaux engagements pour les pays en voie de développement. Alors, et comme j'étais en train d'expliquer ici, il y a eu quelques défis et des limites. Par exemple, dans la différenciation des industrialisés, non déindustrialisés, ou des pays, ainsi que et puis les économies émergentes. Alors, ici, nous avons l'interface, le site web le protocole de Kyoto qui est sur notre website et site web parce que la conception, vous pouvez voir, c'est une ancienne conception. Si vous voulez, bien sûr, parcourir ce site web, vous devez et aussi voir les sites web historiques sur le protocole de Kyoto. C'est très intéressant. Je vais partager cela avec vous. Et nous avons la même phase des euh, décisions. Nous avons bien sûr de conception du protocole de Kyoto en 1997. Alors ça, c'est le protocole de Kyoto et il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais parler avec vous. Et On continue. Alors, par rapport à l'accord de Paris, je vais parler de quelques diapositives avec
les informations de chaque article pour nous. Et dans cette discussion, nous allons nous adresser au sujet et le prochain atelier, nous parlerons de sujets principaux, structure de gouvernance, de l'information par rapport à ce qui est discuté. À quel moment sommes-nous avec les négociations maintenant? Donc, alors, si vous viendrez au Brésil, allais-je dire, vous serez informé. Alors, nous avons un autre moment maintenant de commentaires, s'il y en a. Et avez-vous une quelconque question? Donc, on va continuer. Alors, les questions sont déjà annoncées. Alors, maintenant, à l'accord de Paris, je vais partager avec vous une courte vidéo qui nous introduit à l'accord de Paris pour que nous sachions quel article dit quoi. D'accord? Qu'est-ce que c'est l'accord de Paris? C'est un, c'est un traité juridiquement contraignant, préférablement, donc c'est pour garder, maintenir le niveau de réchauffement planétaire, maintenir ça à moins de 15 degrés Celsius. Nous devons relever les défis du changement climatique maintenant et dans l'avenir. L'accord de Paris ici fonctionne sur un cycle de 5 ans. En 2020, les pays ont communiqué le plan connu comme de contributions déterminant les actions déterminent la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, les pays ont aussi communiqué des actions sur base de la résilience par rapport à l'augmentation de la température ou encore au réchauffement climatique. Alors, l'accord de Paris souligne quelques appuis de renforcement de capacités pour les pays qui en ont besoin. En 2024, les pays ont fait rapport d'une manière transparente de leur situation. Et cela conduit aux recommandations, aux pays à faire des recommandations. Alors, c'était une courte vidéo pour vous mettre un peu au parfum de ce qui, au parfum de l'accord de Paris. Diapositive suivante. Alors, juste un aperçu pour nous rappeler sur la partie principale de ces accords. Nous avons ces rapports, donc, cet accord de Paris. Donc, c'est ici pour maintenir la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius avec les efforts de le limiter à 1,5 degrés Celsius. Alors, c'est cela l'objectif principal de l'accord de Paris. Cela a été introduit par la science UPCTA. Alors, c'est sa projection devait avoir différents points sur la mise en œuvre de 1.5 et si c'est la mise en œuvre à 2 degrés Celsius, il y a une grande différence avec 1.5 degrés et c'est l'intérêt de l'engagement de COP et l'engagement fait par les pays. Donc, nous le voyons sur le plan national et des contributions. Nous allons en parler brièvement. Et nous avons aussi une deuxième citation importante. Donc, c'est le principe de l'équité et commun, mais différence, avec des responsabilités différenciées, des capacités respectives à la lumière des circonstances nationales différentes. Ce sont là les deux citations principales de l'accord qui nous amènent
des protocoles beaucoup plus détaillés. Alors, nous allons plonger maintenant dans l'article. Ne sentez pas la pression de mémoriser quelle partie de l'accord dit quoi. Alors, quand vous serez dans la COP, vous allez voir l'article 6 et vous verrez ce que cela veut dire. Donc, ne sentez aucune pression à mémoriser quoi que ce soit. Donc, c'est juste essayer de comprendre le vocabulaire et accroître sa connaissance sur la COP. Alors, nous allons aller à l'article 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Alors, allons-y. Le premier article ici, c'est par rapport à la définition. Alors, quelle est la convention et quelle est la conférence des parties? Quel est le parti? Alors, l'article 1, c'est fondamentalement l'adresse de l'accord de Paris. Rien d'autre à voir ici. Donc, c'est un article vraiment clair et net. Et le deuxième article parlera des objectifs à renforcer les réponses mondiales à la menace au changement climatique, la capacité à s'adapter à des impacts adverses du changement climatique. Et troisièmement, nous parlerons, il y a le flux de finances vers des émissions de gaz à effet de serre faibles et le développement résilient climatique, le développement climatique résilient. Et nous allons refléter sur l'équité et les principes communs, mais avec responsabilité différenciée. Et nous parlerons des, des préoccupations principales de l'accord. Donc, c'est par rapport au deuxième paragraphe. Donc, ici, on doit garder, par rapport à l'accord, en tout cas, on doit maintenir la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius. Alors, il faut reconnaître en fait, il faut qu'il y ait une réduction significative donc des degrés dont on a eu par rapport au réchauffement. Nous avons vu une augmentation de l'habilité à s'adapter d'une manière qui ne menace pas la production, la sécurité et la diversité et qui fait de finances, donc en fait, qu'il y ait des flux de finances consistants. Alors, que ce sont là les deux sujets de la discussion, adaptation et atténuation, moyen de mise en œuvre, établir l'objectif à 1,5 degrés Celsius. Et c'est très important à comprendre cela dans l'accord. Article 3, c'est juste ça. C'est juste cette citation ici, comme en tant que contribution nationale, nationalement déterminée aux réponses mondiales au changement climatique, toutes les parties doivent entreprendre, fournir des efforts de communication ambitieuses tels que définis dans l'article 4, 7, 9, 10, 11 et 13, avec l'objectif de réaliser les objectifs de ces les objectifs donc de cet accord tel qu'indiqué dans l'article 2
Alors, ici, il faut encore des efforts fournis par tous les partis qui représentera donc une progression au fil du temps, tout en reconnaissant le besoin de soutenir le développement, disons de soutenir les pays, les parties des pays en développement pour la mise en œuvre efficace de cet accord. Alors, c'est cela une réalité. Nous devons voir comment on peut adapter l'économie avec les gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre? Y a-t-il un moyen de mise en œuvre? Est-ce que aurais-je besoin d'accéder au financement ou encore d'autres mécanismes placés dans le COP? Alors, c'est la même question de l'article 3. Alors, Marianne, voulez-vous dire quelque chose? Désolé. Non, non, si vous voulez participer, placez un mot, sentez-vous libre, hein. OK. Continuons. Alors ici, nous avons la définition de NDC comme la méthodologie principale des efforts de la communication des pays. Alors, si vous n'êtes pas familier avec le NDC, ici, il y a la définition, les contributions nationalement déterminées. Il y a des phrases qui explicitent ici les outils nécessaires et mécanismes. Et le UNFCCC soutiendra d'une manière ou d'une autre donc le transfert de technologies. Alors, allons maintenant à l'article 4. L'article 4, c'est l'un des articles les plus importants dans cet accord. Alors, si vous allez à la COP, vous verrez que l'article 4 et 6 seront les plus mentionnés et les plus discutés donc, à la COP. Alors, ça va détailler ce que c'est et ça va détailler aussi ses objectifs. Et vous verrez qu'il faut qu'il y ait une réduction de l'émission de gaz à effet de serre le plus tôt possible. Alors, il faut maintenant baisser le graphique d'émission et c'est pour atteindre l'objectif de 2030, 35 et que nous ayons au moins zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050. Alors, en tant que membre de convention, il faut communiquer chaque 5 ans. Alors, c'est sûr, les objectifs sont définis depuis 2025 et comment le Brésil mettra en œuvre les outils et mécanismes pour atteindre les zéro émission de gaz à effet de serre. Nous devions ici, par exemple, mettre en œuvre les accords qu'on a décidés. On avait planifié d'ici 2020 qu'il y ait communication avec toutes les villes, n'est-ce pas? Nous avons 5 ans de plus. Et ça sera aussi intéressant parce que il y aura la date de 10 ans dans cet accord. Alors, ça sera un moment d'évaluer cela et pour voir si, voir comment on a, en fait, qu'est-ce qu'on a eu à réaliser dans les 10 ans. Alors, qu'est-ce qui se fait par rapport à à la gouvernance sur les changements climatiques? Ah, alors,
chaque émission quand même a des ambitions. Encore, les temps, en fait, les cadres de temps commun et le point de clôture de, du livre ou du document de règles. Sinon, ça fait partie d'un de ces, sinon nous allons parler des différentes méthodologies ou encore des futurs que nous ne sommes pas capables de comparer. Alors, c'était le point qu'on a eu à discuter à la conclusion de l'accord de Paris, si je ne m'abuse. Et c'était aussi à Glasgow. Donc, vous pouvez voir, par exemple, que nous avions eu 6 ans pour définir le document des règles, n'est-ce pas? Sinon, on devait être à la page, sinon nous resterions euh, en arrière. Alors, il y a besoin ici d'une intégrité environnementale, de la transparence, l'exactitude et la comparabilité, n'est-ce pas? Alors, ici, je partage avec vous le premier article ou le premier paragraphe de l'article 4. Si ça nous dit, les parties visent à atteindre le point culminant au niveau mondial des émissions de gaz à effet de serre le plus tôt possible et à faire des réductions rapides juste après selon les sciences disponibles, les meilleures sciences disponibles pour réaliser un équilibre entre les émissions anthropogéniques par source et par retrait, par les retraits, comme je le disais, des gaz à effet de serre dans le deuxième semestre, dans la deuxième partie ou deuxième semestre de ce siècle. Alors, c'est vraiment un sujet très important. Alors, continuons. Maintenant, nous allons à l'article 6. Donc, c'était une question intéressante. Alors, il y a un système, etc. Et je vous encourage à chercher l'article 5. Alors, sentez-vous libre, n'est-ce pas? Alors, par rapport à l'article 6, alors, avec l'article, ça nous permet quand même de parler beaucoup plus librement. Dans l'article 6, nous parlerons des mécanismes d'atténuation avec des approches du marché et des non-approches du marché. Ici, c'est pour adresser aussi la question des émissions. Nous voyons des industries, même industrie de l'énergie, industrie du transport. Donc, c'est la discussion à propos des émissions. Donc, c'est ici pour établir les points en carbone. Alors, le document de règles en parle. Alors, ici, il y a une grande discussion par rapport à disons, de l'article 6. Alors, donc, parce que on ne peut pas atteindre un consensus, mais les 6.4, c'est un mécanisme à contribuer à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, aussi avec un développement durable. Alors, c'est sur une base volontaire, donc
Alors, avec cet article, il y aura discussion volontaire. Alors, est-ce que c'est possible, par exemple, pour des interfaces privées, et c'est pour un usage collectif? Est-ce que cela menace l'état de la gouvernance de la population? Y a-t-il un moyen différent, de faire des différenciations entre différentes communautés, par exemple? Donc, tout cela est discuté dans l'article 6. Alors, ça, c'est un sujet vraiment, vraiment important. Je crois qu'on reconnaîtra l'importance de s'y intégrer avec une approche normalisée. Nous voyons aussi la mise en œuvre de contributions dans le contexte de développement durable et de l'éradication de la pauvreté et d'une manière efficace au travers de l'atténuation, adaptation et financement de technologies et avec une approche de, de, de l'émission de carbone. Alors, c'est facile à discuter parce que nous observons que tout le monde fait observer l'impact des changements climatiques et je crois qu'il y a des vents forts et nous avons le vent presque le plus fort de ce côté. Là où il y a des climats extrêmes, hein. Et alors, il faut être ouvert à des discussions sur les questions climatiques. Alors, l'adaptation et les besoins de l'adaptation, ou encore le besoin d'adapter les structures telles qu'il est dit. Alors, des solutions basées sur la nature et des solutions climatiques, c'est vraiment important. Alors, il faut établir les objectifs d'adaptation, donc stimuler les activités, les capacités d'adaptation et renforcer aussi la résilience et contribuer au développement durable et partage des réponses d'atténuation dans le contexte des zones de Gaulle telles que référées. Ici, il faut reconnaître que l'adaptation veut dire un défi mondial. Nous avons une composante clé pour protéger les vies, les populations et tacler ce qu'il faut tacler. Donc, l'article 8 sera pour parler de la reconnaissance des besoins, de l'adaptation et des niveaux d'atténuation peuvent résoudre les besoins d'adaptation qui peuvent impliquer les coûts d'adaptation. Alors, ici, nous voyons l'adaptation et atténuation qui peut être pour prévenir des questions d'adaptation. Donc, ici, c'est pour prévenir les catastrophes, les conditions climatiques extrêmes. Alors, l'article 9 est le dernier dont nous allons en parler. Nous parlerons de finances et la mise à l'échelle
Nous parlons de financement de trois sujets principaux, l'adaptation, atténuation et moyens d'adaptation et transfert de technologies aussi. Alors, ici, nous voyons l'équation et la mathématique. Alors, nous avions eu une promesse en 2015 et qui a été à développer les économies afin que nous ayons accès au fonds, donc à au moins plus de 100 millions de dollars afin de prévenir des conditions climatiques extrêmes, n'est-ce pas? Donc, alors maintenant, à la COP 29, nous avons la discussion d'un nouveau objectif collectif maintenant. Alors, là où nous nous posons des questions pour savoir pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas le succès escompté. Donc, le besoin de s'adapter aux conditions climatiques extrêmes est très important. C'était un sujet de discussion. Et aussi, la perte et dommage sera un peu partout. Vous verrez où nous discutons de besoins d'aide financière dans les pays en développement par des pays industrialisés ou développés. Alors, la discussion des finances ici, c'est pour un engagement avec des pays industrialisés et des pays qui sont géographiquement vulnérables au changement climatique, que cela soit des pays montagneux, des pays à des terres secs, là où le paysage n'est pas du tout bon, là où il y a des événements, des désastres climatiques. Là, on a besoin de flux de trésorerie ou de flux de finances additionnels. Nous devons avoir un équilibre entre l'atténuation et l'adaptation et avec les transferts des technologies et un transfert sur la manière dont nous dépensons euh, l'argent. Et j'ai voulu ici partager avec vous une partie de l'article. Donc, là, nous devons fournir des ressources financières aux parties des pays en développement. Ici, nous voyons l'atténuation et l'adaptation dans la continuité des obligations sous la Convention. Et cela est pour un partenariat multilatéral et bilatéral. Nous parlerons du 14e article, donc la prise de stock au niveau mondial. Donc, nous parlerons de l'article ici, là où il y a la transparence, il y a l'évaluation et le suivi des NDC dans le prochain atelier. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Je crois avoir fini ma présentation un peu à temps. S'il y a des questions à poser, en tout cas, essayez de les poser. En tout cas, je vais vous parler. Si vous, en fait, il y a des réponses à apporter, je suis là pour les apporter. Le deuxième point dans l'ordre du jour, c'est voter ou choisir les sujets qui vous est intéressants. Donc, pour en savoir plus, alors le prochain atelier aura la discussion de la participation sociale et l'activisme. Et nous allons aussi parcourir les négociations clés avec les points au fil des années où nous parlons de financement climatique, l'adaptation et l'atténuation. Ce sont des sujets, bien sûr, qui ont été euh, présentés aujourd'hui et aussi, bien sûr, beaucoup plus des actions où nous allons parler des négociations et les modes de participation de la COP. Et j'espère que ceci vous a aidé pour comprendre euh,
sujet clé quand il s'agit de la COP et nous allons continuer à en discuter. Nous avons encore quelques temps. Je vous ai envoyé des questions sur le chat. Il y a des gens qui ont continué à poser des questions. Peut-être que vous les avez pas vues juste à cause de votre présentation, mais je vous ai envoyé directement quelques questions que nous avons sur le chat. Parfait, maintenant je peux les voir. Nous allons bien sûr partager les enregistrements, l'enregistrement bien sûr de cette réunion très bientôt. Je ne sais pas quoi la première question, aidez-moi. Euh, Est-ce que je peux lire la question pour vous, les questions, peut-être une à une? Alors, Marcelo Alonso pose la question de savoir dans quelle catégorie un musée peut faire partie pour bien sûr participer à la COP. Et tombe dans quelle catégorie? Un musée. Un musée, oui. Est-ce que c'est possible qu'un musée puisse participer à la COP? Je crois bien. Dépendamment, bien sûr, de comment est-ce que vous définissez vous-même. Si vous êtes un musée, vous avez un programme éducationnel, vous avez des différents types d'activités qui incluent la socialisation, les droits de l'homme, l'accès au réservoir des musées. Je crois que ça dépend comment est-ce que vous vous définissez, sous quelle circonscription vous pensez que vous pouvez faire partie si vous êtes un musée. Par exemple, les dialogues vont parler sur l'environnement, la biodiversité, les changements climatiques. Bien sûr, il y a des sujets qui sont en synergie avec les structures de la COP. Ça dépend, je crois. Il y a une autre question, s'il vous plaît, conseillez-nous où est-ce qu'il y a une organisation qui travaille pour avancer les opportunités économiques pour les jeunes en relation avec les changements climatiques? Où est-ce que cela pourrait, dans quelle catégorie? Alors, si vous parlez des jeunes ou des enfants, euh, les jeunes, les ONG, bien sûr, des jeunes et des enfants, bien sûr, là, ils discutent des sujets où je crois, qui parlent des jeunes et des enfants, et je crois que le financement est un sujet qui est utilisé dans les mouvements des jeunes et des enfants. Je crois que c'est aussi un débat pour les jeunes et les enfants. Ils peuvent parler aussi du financement concernant, bien sûr, les négociations, soi-disant adultes. Alors, n'importe quel sujet, vous pensez que les jeunes aimeraient, sur lesquels les jeunes aimeraient débattre, on peut aussi, bien sûr, les catégoriser sur les ONG des jeunes et des enfants, même si vous parlez du financement. Merci. Il y a une autre question sur le système de transport. Je ne sais pas si on peut adresser, mais je pourrais quand même lire la question. Pourquoi est-ce que c'est bon de célébrer le 10e anniversaire de l'accord de Paris? Mais néanmoins, c'était important que nous allons tous à la COP 29, par exemple. Est-ce que nous avons considéré le niveau de carbone que nous allons émettre dans ce processus? Je crois que c'est beaucoup plus une réflexion qu'une question. Oui, ça c'est une réflexion. Chaque année, bien sûr, on en parle parce que c'est étrange que tout le monde doit aller à COP par avion et il y a beaucoup, même des mémés où la plupart des dirigeants où ils parlent des changements climatiques, mais ils prennent quand même l'avion pour y aller. Donc c'est une contradiction quelque part. Mais je crois que c'est une discussion importante. Ces émissions, bien sûr, que nous allons considéré dans le secteur de transport de chaque pays. Je ne sais pas si c'est pertinent euh, dans les termes macro de l'émission du carbone.
Je ne sais pas. La partie de l'émission qui sont concernés, l'énergie et le carburant ou des leaders qui vont par avion, je crois que c'est pertinent pour amplifier, bien sûr, l'émission de secteur transport de chaque pays. Mais c'est une très bonne question parce que maintenant, la COP a des voies pour participer à distance. Vous pouvez peut-être suivre les sessions ou participer à distance, évidemment, à chaque événement. La partie la plus intéressante, ils sont en train de faire bâtir des réseaux, un réseautage pour connaître les gens et bien sûr, c'est échanger des points de vue différents, différentes perspectives. Et ça, c'est une très bonne question et une bonne chose à réfléchir. Je crois qu'il y a une question qui a été répondue. Est-ce que quelqu'un peut participer au sommet des changements climatiques de l'UNFPCC, c'est sans être accrédité comme observateur? Oui, je crois qu'on en parle. Oui, vous pouvez, mais vous devez par d'autres observateurs et partager bien sûr référence avec vous. C'est facile la plupart du temps d'être observateur si vous avez des partenaires qui mobilisent et vous voulez aller avec plusieurs personnes, mais vous, en tant qu'individu, vous pouvez vous demander aux organisateurs des observateurs de vous donner une référence, dépendamment bien sûr de comment est-ce que cette organisation organise ses références. Comme je disais dans mes organisations précédentes, nous partageons les références avec les personnes qui ont passé au moins une année avec nous, où ils ont fait partie des projets, dans le mouvement, et ainsi de suite. Et ça peut être un peu difficile pour vous de convaincre une organisation d'observateurs qu'ils puissent vous donner les références. Il y avait une dernière question qu'on n'a pas répondu. Est-ce que nous avons le soutien du pays et des structures pour aider dans l'accréditation? Ça dépend du pays. Si je comprends bien la question, ça dépend des pays. Par exemple, au Brésil, le gouvernement national donne l'accréditation à différentes personnes, différentes organisations. Mais ça, c'est beaucoup plus une question nationale. Je ne sais pas si tous les pays font les mêmes. Par exemple, l'année dernière, je n'ai pas été accrédité par l'ONG avec laquelle j'ai travaillé. J'ai été accrédité par le gouvernement fédéral, le ministère des Relations internationales. Ils ont vu un communiqué pour toutes les personnes qui aimeraient aller à COP, ils devaient remplir une enquête et j'ai été accrédité. Ça dépend bien sûr des pays. Le Brésil a cette politique d'amplifier les voix, aussi amplifier les voix de participation. Alors, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être observateur ou à faire partie d'une organisation, mais je ne sais pas si c'est là et la même, des mêmes dans d'autres pays. Ça, c'est la demande de la société civile, hein. Alors, déjà, c'était un résultat, bien sûr, d'un plaidoyer. Je m'excuse, il y avait une question, je n'ai pas lu la question des d'expérience avec moi. Luana, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas nous permettre de vérifier le protocole de Kyoto? Vous dites? Pourquoi le Canada et d'autres pays ont rejeté le protocole de Kyoto? Parce que cela n'a que des cibles pour les pays industrialisés, les États-Unis et le Canada. Ils ont pensé que c'était injuste parce que même si les pays en voie de développement étaient en développement, et ils étaient aussi en train d'émettre, mais je crois que c'était leur argument de savoir pourquoi est-ce que, bien sûr, les pays comme les États-Unis et le Canada, ils n'étaient pas très d'accord avec le protocole de Kyoto pour juste prendre en compte les pays industrialisés. Alors, c'est la raison pour laquelle ils se sont sentis dans l'injustice. Et il y a eu une autre question concernant tous ces articles des accords de Paris. Est-ce qu'il y a encore de ces articles qui sont sous négociation?
presque tous ces articles que j'ai amenés ici. Le premier n'est pas là, c'est juste des définitions. Deuxième est encore en discussion constante. Nous aurons bien sûr le climat à 2 degrés ou 1,5. Je crois que l'UNFP, CCC vont 1,5. Les autres institutions, ils vont débattre sur 2 degrés et après c'est 1,5. Alors, je crois qu'il y a le deuxième est encore sous négociation. L'article 4, parler des NLC, c'est aussi constamment en négociation parce qu'ils ne peuvent pas décider ou ils ne savent pas décider quel est le moyen le plus important de partager des informations. Le pays, par exemple, le Brésil a ses propres problèmes de limiter l'échéancier ou les délais d'émission. Alors, au Brésil, nous sommes en train, bien sûr, de voir le consensus à chaque fois. Alors, nous amenons ceci avec des discussions au niveau international. L'échéancier, les délais sont aussi en discussion, même si euh, il y a déjà des suggestions, mais la plupart des pays ne sont pas prêts adopter des suggestions. Alors, l'échéancier ou les délais, encore une question, euh, l'application de 5 ans de NDC, c'est encore une question. Beaucoup de pays, ils n'ont pas appliqué la NDC. Nous avons aussi des discussions sur les ambitions. Comment est-ce que les industries ou en fait, les COP doivent être beaucoup plus ambitieux que les précédents, mais je crois que au Brésil, par exemple, nous avons 3 ambassades où n'étaient pas beaucoup plus, où les NDC qui n'étaient pas beaucoup plus ambitieux que les précédents. Alors, c'est là que nous appelons des mouvements des injustices parce que les NDC ne parlent pas d'une question ou d'une autre. Par exemple, le 4 comme je disais, c'est article 6 aussi est en discussion. Ils ne peuvent pas décider quel est le mécanisme majeur pour le marché, le carbone ou la réglementation du marché carbone pour adresser bien sûr l'émission d'ici 2050. Ça, c'est encore un problème. L'approche de marché ou hors marché, c'est encore en discussion. L'article 5 qui parle bien sûr, des réservoirs, des serres, des émissions de carbone. Par exemple, si vous avez le marché de carbone ou des empreintes de carbone, alors vous avez besoin pour vous débarrasser de ce genre d'émissions. Alors, un article est toujours connecté à l'autre. L'article 6 sur le marché carbone, si cela n'est pas bien développé, vous devez retourner à l'article 5, par exemple, pour les NCD et les réservoirs. Alors, il y a encore beaucoup de discussions au même moment, les objectifs d'adaptation qui changent à tout moment, les fonds, le financement qu'ils ont ou comment est-ce qu'ils vont distribuer. Par exemple, au Brésil, même si nous sommes une économie en voie de développement, on ne veut pas, bien sûr, faire partie des partis qui reçoivent parce que nous ne croyons pas que nous avons besoin de cet argent. Et nous avons aussi d'autres situations vulnérables qui peuvent être mieux considérer ou utiliser cet argent. Alors, il y a des discussions de savoir quel pays paye le fonds et quel pays reçoivent les fonds. Comment cela sera appliqué, quels sont bien sûr les principes pour recevoir. Euh, il y a beaucoup de discussions. C'est la raison pour laquelle nous avons ces sentiments que les COP n'avancent pas et ainsi de suite parce que c'est très difficile à avoir un accord. Donc, c'est au fait ça le problème. Merci, Marine. Peut-être que je peux ajouter à l'une des questions autour de l'accréditation et les références. Juste clarifier quelque chose que Marine nous a partagé parce que des fois, les langages peuvent être un peu un peu confus. Alors, pour devenir accrédité comme observateur, c'est un processus. Donc, vous devez avoir au moins 3 ans
d'expérience et puis vous passez par un processus pour devenir accrédité comme observateur. Une fois que vous êtes accrédité, vous pouvez maintenant avoir accès à vos propres références. Peut-être nous les appelons des fois des passes, des références. Nous utilisons différents mots pour la même chose. Ça a à faire juste avec l'accès aux références pour participer en ligne ou en personne. Alors, si vous n'êtes pas accrédité, parce que ce processus est un peu long et des fois, ça peut être difficile. Il y a plusieurs personnes qui l'ont mentionné dans le chat, mais vous pouvez toujours accéder à une carte ou à une référence d'une autre organisation ou un gouvernement. Mais comme Marine venait de mentionner, et que vous devez compter sur le fait qu'ils vous veulent vous donner ces références. Alors, si vous voulez partir dans le processus de devenir observateur et avoir votre propre carte ou accréditation, c'est un processus que le secrétariat de l'UNF triple C est en train de prioriser parce que pour le moment, la plupart des organisations qui ont l'accréditation des ONG, le plus grand pourcentage, c'est vient des pays industrialisés. Euh, alors, il y a une reconnaissance, peut-être qu'il peut y avoir beaucoup plus d'efforts pour inclure des observateurs des ONG des autres régions, mais malheureusement, le processus est encore très difficile. Mais je crois que ça mérite encore à poursuivre si vous rémunérez devenir des observateurs. Et il y aura aussi la participation en ligne de ce COP. Mais jusque récemment, ce n'était pas clair si ça serait disponible parce que l'UNF triple C a eu des diminutions de budget. Par exemple, la participation en ligne n'était pas une option dans l'année. Peut-être que ce sont des contraintes de choisir entre les engagements présentiels ou en ligne. Je crois que ça serait une très bonne chose, bien sûr, de se regarder sur les émissions et n'est pas aller à la COP. Mais je crois qu'il y a encore trop peu d'opportunités ou limitées pour le faire et peut-être que vous pouvez aussi manquer d'autres voies et moyens pour s'engager. C'était juste pour clarifier les différences. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois que c'était juste un commentaire. Même si les gens ne vont pas à la COP, mais peuvent toujours faire entendre leur voix par les négociateurs, je crois que nous pouvons conclure. Et la prochaine session, nous aurons beaucoup plus de temps pour parler de ce qui peut être réussi à participant en présentiel et aussi d'autres voix pour faire entendre vos voix dans ces espaces. Merci beaucoup, Safia, pour ce commentaire. Alors, s'il n'y a plus de questions dans le chat, alors, juste pour moi de vous remercier, à remercier Marina Naves, Marina Esteves et Gustavo de nous avoir accueillis et présenté une introduction très compréhensive au processus de UNF Triple C. Nous allons faire le suivi avec chacun de vous qui vous êtes enregistré avec des informations très détaillées, des ressources que nous pouvons partager avec vous pour avoir beaucoup plus d'informations, d'autres webinaires et aussi les lignes directrices que nous avons, les ressources que nous avons utilisées pour produire cette session. Vous allez les recevoir par mail. Nous allons aussi partager cet enregistrement. Vous allez le recevoir et les ressources, bien sûr, que nous avons à vous partager. S'il vous plaît, participez à la prochaine session le mercredi au même moment. Nous allons entrer en beaucoup de détails et de savoir comment est-ce que vous pouvez faire entendre vos voix dans cet espace. Alors, une dernière chose, c'est de remercier l'équipe derrière les rideaux qui nous ont aidés avec le soutien et aussi nos interprètes merveilleux qui nous aident à être compris à travers toutes les langues. Merci beaucoup et nous allons nous retrouver une fois de plus le mercredi. Passez une bonne soirée. Au revoir.